scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, nous avons l'honneur d'avoir d'inviter Monsieur Philippe L'Enfant de l'Université de Perpignan. Voilà, donc nous sommes ravis de l'avoir et de partir un peu des sentiers battus qui seront souvent les nôtres, hein, de l'histoire de l'art, et de partir sur la biodiversité, et justement sur le monde sous-marin. Et le monde sous-marin qui nous est proche finalement, puisque nous allons voir, à partir de ce que va nous dire le professeur L'Enfant, ce qu'il y a voilà, d'intéressant, de profitable aussi aux choses qui ont été mises en place depuis quelques années autour de la réserve de Cerbère-Banyuls. 50 ans. 50 ans, voilà, ça marche quand même un petit peu. Et donc je lui laisse la parole et je vous remercie à toutes et toutes d'être venus. Et donc je vous donne aussi rendez-vous pour une prochaine intervention qui n'est pas forcément sur le programme, mais on vous a envoyé un mail là-dessus. C'est la table ronde autour du Félibrige qui est organisée dans le cadre de la Saint-Éloi, la fête du Grenat de Perpignan. Donc ça vous permettra de savoir ce que c'est que le Félibrige, hein, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui s'en souviennent à peine. Et en même temps de voir qu'il y a de jeunes acteurs aujourd'hui. C'est un peu comme la SASL. Je ne sais pas pourquoi, il y a une nouvelle génération là, qui a envie de se faire entendre, c'est bien. Et cela se passera donc le 2 décembre, samedi 2 décembre à 11h à l'Hôtel Pams, au Salon Rose, c'est-à-dire la salle où il y a la cheminée. Hein, vous voyez ? Voilà. Donc je laisse la parole à Philippe L'Enfant. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Donc je vais prolonger ma journée puisque ce matin j'avais mes étudiants de master, donc je leur ai parlé de tout ça, donc je vais en profiter pour continuer à vous parler de poissons, de réserves marines. On a la chance d'avoir une belle réserve marine qui a 50 ans cette année et qui a produit beaucoup de résultats. Donc l'objectif ce soir, c'est de vous montrer en quoi la mise en protection d'une zone peut apporter des choses pour la nature, ça c'est sûr, mais aussi pour l'homme. Et donc voilà, je vais vous décrire un petit peu tous ces mécanismes. Et puis à la fin, donc là j'en ai pour une petite demi-heure, et après je vous présenterai un petit film sur le projet européen qui retrace un petit peu toutes les activités qu'on peut avoir au laboratoire. Alors moi je suis donc professeur en écologie marine, et j'anime une équipe qui travaille sur le poisson, donc les poissons côtiers, le mérou, le sard. Et en fait, j'essaye de comprendre comment ces populations de poissons se maintiennent dans le temps, et surtout lorsqu'elles sont pêchées. Donc on étudie les zones de nurserie, là où il y a les juvéniles qui arrivent chaque année, mais on étudie aussi les zones de reproduction et aussi donc l'effet réserve. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, on est dans une phase d'extinction de biodiversité à l'échelle planétaire. On appelle ça, c'est la 6e extinction. Elle touche le milieu terrestre, mais également malheureusement le milieu marin. Et les causes de cette extinction sont multiples. Et malheureusement, cette extinction, elle est aussi très rapide, trop rapide, parce qu'elle est quasiment en partie due à l'homme. Et en fait, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été évalués, déterminés. Et donc, la première cause de perte de biodiversité, c'est la pollution. Donc, voilà, différents endroits où on peut trouver de la pollution. Tout ce qui part de terre finit en mer. Donc, voilà, dès qu'il y a des mégots, des plastiques, etc., vous les retrouvez en mer. La surpêche, même si les pêcheurs ne le disent pas, maintenant ils l'avouent un peu. Ils ont un petit peu trop pêché et donc actuellement il y a un changement quand même de mentalité, un changement de comportement, mais malgré tout les populations se sont un petit peu effondrées. Je ne sais pas si vous connaissez la morue à Terre-Neuve, ça fait 30 ans qu'elle est protégée, à ce jour les populations n'ont pas pu récupérer parce qu'elles sont descendues sous un niveau qui était critique. Et malheureusement, ça n'a pas marché pour les récupérer. Donc ce qu'il faut, c'est un peu anticiper tout ça. Il y a aussi l'artificialisation du littoral. Alors ça nous touche directement. On est sur un littoral où il y a pas mal de communes littorales.
qui ont des ports, et donc forcément on a impacté ce littoral. Et encore on a de la chance ici, c'est pas trop impacté. Hein. Si vous allez en PACA, c'est beaucoup plus artificialisé. Nous on est à peu près à 20% d'artificialisation, donc c'est raisonnable, mais il faudrait pas faire plus. Et la problématique de l'artificialisation, c'est qu'en fait on homogénéise les habitats. C'est-à-dire que un endroit, vous aviez peut-être de la posidonie, du sable, de la roche, et d'un coup, vous avez du béton. Alors, ça attire quand même certains poissons, mais ça attire pas tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de garder cette diversité. Et enfin, c'est le changement climatique. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à gérer, puisque c'est à l'échelle planétaire. Mais les impacts, on commence à les voir. Vous avez vu les tempêtes qui s'intensifient, à la fois en intensité, mais aussi en fréquence. Et donc, tout ça va modifier les cycles naturels. Et donc, il va falloir essayer de sauver tout ça. Alors, avant de vous parler des réserves marines, je vous fais un petit cours d'écologie marine. C'est que je vais vous parler du cycle de vie des poissons qui est assez complexe, qui n'est pas forcément connu. Déjà, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez beaucoup d'espèces qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qui changent de sexe. Donc, par exemple, la dorade, elle naît femelle et elle devient mâle. Le sarcomin, c'est la même chose. Le mérou, c'est donc né... Alors, par contre, non, c'était l'inverse. C'est né mâle et ensuite femelle. Et par contre, le mérou va naître femelle et à l'âge de 15 ans, va devenir mâle, donc à une taille à peu près de 80 cm. Donc tout ça, ça complexifie la gestion de ces populations. Et puis donc c'est important à savoir. Alors là, je vous ai schématisé un petit cycle de vie assez rapidement. Donc on a la période de reproduction. Les œufs, en général, désolé, j'ai mon animation qui est un petit peu chaotique. La reproduction se fait en externe, c'est-à-dire que vous avez des œufs qui sont émis dans le milieu naturel et ces œufs vont partir au gré des courants et vont se transformer très rapidement en larves. Et donc, la durée de cette phase larvaire, qu'on appelle dispersive, elle peut durer jusqu'à 100 jours, donc quasiment 3 mois de dérive dans les courants. Grosso modo, vous pouvez naître à Marseille et atterrir aux Baléares. Grosso modo, ça vous donne une idée de dispersion. Et donc, c'est quand même important à intégrer. Et enfin, lorsque les larves grandissent et qu'elles se colorent, parce qu'au stade de larvaire, vous êtes transparent puisque vous êtes en pleine eau, c'est la seule façon d'éviter les prédateurs, et bien lorsque vous retournez à la côte, et bien là vous allez commencer à vous colorer et à chercher des habitats qui sont assez variés. Ça peut être des herbiers de posidonie, ça peut être des zones de galets, de sable, de roches, mais la caractéristique, c'est que c'est vraiment très côtier dans des très petits fonds, hein, c'est de l'ordre de quelques mètres. Et ensuite, pour boucler le cycle, les juvéniles vont pouvoir intégrer les populations adultes et devenir des adultes reproducteurs, et on a fait le tour du cycle. Alors, c'est dommage, j'ai mis les chiffres, j'aurais pas dû mettre les chiffres, mais ce qui est important à retenir aussi, c'est que sur 1 million d'œufs qui sont émis, donc le fameux million qui est tout au bout là-bas, vous n'avez qu'un individu qui va faire le tour du cycle. Et c'est une situation normale, c'est-à-dire que autant chez les mammifères, on protège les descendants, on a peu d'enfants, mais on les protège bien, autant là, il n'y a pas de protection parentale, donc on est obligé de produire énormément d'œufs pour espérer qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent au bout. Et donc vous imaginez que si vous rencontrez des problèmes tout au long du cycle, cet individu qui fait le tour, si ça se trouve, il n'arrivera même pas à faire le tour. Et donc c'est là toute la complexité du système. Alors vous voyez qu'on est en 6e extinction, on a des cycles de vie qui sont complexes. Et bien pour essayer de manager tout ça et de tirer vers le haut et d'aider l'écosystème à repartir, l'idée c'est de travailler sur des réserves marines. Et donc là je vais vous décrypter un peu les effets de la mise en place d'une aire marine protégée. Et le premier effet qu'on a, c'est l'effet local, c'est-à-dire l'effet de protection à l'intérieur de la zone. Là, vous avez, grosso modo, la biodiversité passée et présente. Donc, effectivement, il y a une centaine d'années, on avait beaucoup d'espèces, on avait beaucoup d'individus. À ce jour, le nombre d'espèces a drastiquement diminué et puis les densités sont très faibles. Et la mise en protection, plus elle est importante, vous voyez qu'en réserve intégrale, on va réussir à revenir à un grand nombre d'espèces et un grand nombre d'individus. Et donc,
plus vous allez avoir un niveau de protection élevé, plus vous serez efficace. Vous voyez qu'en protection minimale, ben, on a quasiment très peu de résultats. Et c'est pour ça que la réserve de Cerber-Banyuls, elle est intéressante, c'est qu'en son cœur, elle a une réserve intégrale qui est en fait le poumon du système et qui permet de récupérer au niveau population, c'est-à-dire on a des juvéniles, on a des adultes, on a un petit peu tout le monde qui est présent. Donc ça, c'est un effet qui est assez important. Et ça, c'est des données qu'on a sur la réserve de Cerber-Banyuls. Vous voyez, chez les top prédateurs, alors qu'est-ce qu'on a? Espèces rares ou espèces top prédatrices, c'est vraiment ceux qui sont en haut de la chaîne trophique. C'est souvent ceux qui sont pêchés le plus. Eh bien, vous voyez que dans la réserve intégrale, qui est dans la partie bleue, c'est là où vous avez les quantités les plus importantes en termes de densité. Et plus vous allez vers une diminution de la protection, en zone de protection partielle en vert, ben, forcément, vous diminuez un peu parce que quelques pratiques de pêche sont autorisées. Et par contre, hors réserve, ben là, vous apercevez qu'il n'y a vraiment plus grand-chose, quoi. Donc là, vous voyez qu'à l'intérieur de la réserve, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et l'écosystème peut repartir quasiment comme ça pouvait être avant les impacts de la pêche et du reste. Ensuite, on a un deuxième effet qui se met en place, ce qu'on appelle l'effet cascade. Donc c'est lié à la chaîne trophique, donc aux relations entre les proies et les prédateurs. Là, je vous ai mis un exemple d'une zone qui est pêchée. Donc, ce qui est pêché, ben, ce sont les sars qui sont tout en haut, donc vous n'en avez plus qu'un seul, qui est le pauvre qui est tout seul. Et ce sar, qu'est-ce qu'il mange? Il mange des oursins. Donc, s'il n'y a plus le prédateur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une surpopulation d'oursins. Et malheureusement, ces oursins, qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à faire? Comme ce sont des herbivores, eh bien, ils vont manger toutes les algues qui sont présentes. Alors, vous allez me dire, c'est pas si grave que ça, les algues, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf que les algues, souvent, ce sont des algues dressées qui créent de la 3 dimensions et c'est à l'intérieur de ces algues qu'on trouve les juvéniles de poissons. Donc, si vous n'avez plus d'algues, vous n'avez plus de nurserie pour les poissons et donc c'est un cercle vicieux. Déjà, vous n'avez plus les adultes et en plus, vous n'avez plus les habitats disponibles. Par contre, lorsque vous mettez en réserve, forcément, les top prédateurs qui sont au-dessus sont en quantité suffisante. Il y a une régulation des oursins. Ça veut dire que les oursins n'ont pas vocation à être en grande quantité dans le milieu. Ils doivent être présents, mais pas dans des quantités importantes. Et par contre, vous voyez que l'effet sur les algues est limité, et donc vous retrouvez ce mécanisme de nurserie présente. Alors, cet exemple, on peut faire le même parallèle avec le poulpe, parce que je sais que le poulpe, c'est un sujet sensible ici. Eh bien, le poulpe, il n'a aucune raison d'être en grande quantité. Alors, les pêcheurs ne sont pas contents parce que la ressource diminue, parce qu'il y a des mérous qui sont présents, sauf que la réalité et la normalité, ça doit être ça. C'est peu de poulpes. Alors, je comprends que les pêcheurs, ça les embête, parce que eux, ça leur fait de la ressource en moins. Mais voilà, la normalité, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est que les pêcheurs ne fassent pas du monospécifique, mais essayent de pêcher différentes espèces pour répartir leur effort de pêche sur l'ensemble des espèces présentes et ne pas se fixer sur une espèce comme le poulpe. Parce que le jour où le poulpe va disparaître, c'est toute la pêcherie qui s'écroule. C'est ce qui s'est passé en Tunisie dans les 10 dernières années. Alors une fois qu'on a cet effet cascade qui s'est remis en place, après, vous avez tout ce qui est la conservation des fonctions écologiques. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais au final, c'est pas très très compliqué. Ça, c'est le cycle de vie des poissons vu sous une autre forme. Hein. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vu différemment. Et en fait, les fonctions écologiques, ce sont les zones de reproduction et les zones de nurserie. C'est vraiment les deux fonctions principales qui sont à des endroits clés. La reproduction ici et la colonisation et les zones de recrutement à ce niveau-là, donc les zones de nurserie. Si vous perdez ces fonctions écologiques, vous perdez tout le cycle de vie et donc les espèces ne peuvent pas boucler leur cycle et donc vous perdez les populations. Quand la réserve de Banyuls a été créée, elle n'a pas été créée pour protéger les fonctions écologiques. Elle a été créée pour protéger des gros poissons, parce que on n'avait pas toutes ces connaissanses. Et 30 ans, 40 ans plus tard, maintenant, on peut afficher des nouveaux objectifs à la réserve. Et j'y reviendrai après parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un projet d'agrandissement de la réserve. Et donc ça a été pris en considération pour cette extension. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle, alors c'est pas très joli comme terme, c'est l'exportation. Ça fait un peu import-export. L'exportation, ça veut dire quoi? On va vers l'extérieur. Et en fait, c'est les déplacements des individus de l'intérieur
de la réserve vers l'extérieur. Alors pourquoi les individus vont se déplacer? Ben parce qu'il n'y a plus assez de place, ou il n'y a plus assez à manger. Donc la nature est plutôt bien faite, donc les individus vont commencer à migrer vers l'extérieur. Et donc c'est voilà, c'est un peu le principe. Vous avez une accumulation à l'intérieur des aires marines protégées, et au bout d'un moment, tout ça, ça doit sortir. Et ça va commencer à coloniser les zones adjacentes. Et c'est là où les pêcheurs professionnels vont bénéficier de cet effet réserve. Donc c'est plutôt intéressant pour eux. Et donc d'une réserve qui pourrait leur paraître négative parce qu'ils perdent de l'activité, au final, ils vont y trouver un bénéfice. Et donc, pour étudier ces déplacements de l'intérieur des réserves vers l'extérieur, voire des échanges entre les réserves, on utilise ce qu'on appelle la télémétrie acoustique, c'est-à-dire qu'on capture les poissons, on les endort, on leur met un petit émetteur dans la cavité péritonéale, et ensuite je fais 2 points de suture, je les remets dans le milieu, et on a un certain nombre d'hydrophones qui sont présents tout le long de la côte entre Banyuls et les îles Médès, donc vous voyez que ça couvre quand même beaucoup de kilomètres, et on va pouvoir suivre les déplacements. Et donc là, je vous ai mis un petit exemple. Vous avez la liste des espèces. Alors j'aurais dû mettre les noms d'espèces, pas en latin, mais comme c'est issu de résultats de projets européens, c'est vrai que j'aurais dû faire l'effort de changer les noms. Mais dans ces espèces, vous avez le denti, le deuxième c'est le barracuda, vous avez du loup, vous avez de la cériole, vous avez de la dorade, vous avez de la rascasse, donc vous avez tout un panel d'espèces très différents. Et l'innovation de ce projet, je pense que c'est une première mondiale, hein, on va se féliciter à l'université de Perpignan, c'est qu'on a marqué plus de 25 espèces en même temps, et on a plus de 300 individus qui sont marqués actuellement. Et voilà, donc les petits triangles, ce sont les hydrophones qui permettent de détecter les poissons. Et là, vous voyez les déplacements des poissons. Alors certaines espèces vont rester dans la réserve, donc ça c'est les îles Médès. Et vous voyez, il y a les petits points bleus qui retournent dans le port la nuit, et ça, ce sont les barracudas. Donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout observées, parce que déjà, on plongeait très peu la nuit, et grâce à ces systèmes, on s'est aperçu que on avait des espèces qui utilisaient la zone portuaire. Alors, on ne sait pas encore si c'est pour se reposer ou si c'est pour manger, mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, et grâce à ces outils, on arrive à détecter tous ces mouvements. Alors là, c'est juste à l'échelle des îles Médès, mais on a tous ces résultats sur toute la côte catalane et française et côté espagnol. Donc voilà, donc on montre bien qu'il y a de la connectivité entre les aires marines protégées. Et donc, tous ces résultats, ils ont permis de discuter lors des ateliers de concertation sur l'extension de la réserve. Donc c'est le conseil départemental qui a lancé, comme il est gestionnaire de la réserve, qui a lancé l'idée. Et donc, les points forts de cette réserve, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est que c'est plutôt en bon état. Donc vous voyez que la réserve intégrale qui est placée au milieu de la réserve de Banyuls, tout ça, ça marche super bien. Là, ça marche aussi bien quand même dans la réserve partielle. Et puis, dès que vous allez à l'extérieur, ça marche beaucoup moins. Par contre, il y a quand même des hotspots qui sont intéressants. Vous voyez qu'au niveau des caps, il se passe des choses quand même intéressantes. Et donc, on est parti de cette carte et on a travaillé avec les différents acteurs du milieu marin pour essayer de voir comment on pouvait étendre la réserve avec 2 postulats, le doublement de la réserve et à minima recréer une autre zone intégrale, celle qui vraiment va être le poumon du système. Et donc les concertations ont été réalisées pendant quasiment 1 an et demi, et elles ont permis d'aboutir à une carte que je vais vous présenter après. Mais là, je voulais avant quand même vous parler des bénéfices qu'une réserve pouvait apporter aux acteurs. On n'est plus pour la nature, mais pour les acteurs. Et là, les premiers intéressés, ce sont les pêcheurs petits métiers. Et là, vous voyez que lorsque vous avez... donc ça, c'est le temps qui défile, hein, ce sont les années. Les points blancs, c'est à l'extérieur de la réserve. Les points noirs, c'est dans la réserve. Vous voyez que les captures ne sont pas terribles à l'extérieur de la réserve. Par contre, vous avez des meilleures captures dès que vous êtes à proximité de la réserve ou dans la réserve. Et en fait, on s'aperçoit que les pêcheurs ont bien compris que en pêchant autour de la réserve, autour de la limite de la réserve intégrale, ils allaient avoir des captures qui allaient être meilleures. Et donc ça, c'est plutôt favorable pour eux. Les autres qui en bénéficient, ce sont également les pêcheurs de loisirs. Et là, on voit que les captures qui ont été observées entre
l'extérieur de la réserve et la zone de protection partielle où la pêche est autorisée, on voit que les captures sont meilleures dans ces zones-là. Donc, vous allez me dire, mais on pêche dans une réserve. Sauf qu'il y a quand même des limitations, c'est quand même régulé, c'est pas comme si c'était complètement libre et à l'extérieur de la réserve. Mais ça montre tout l'intérêt pour ces activités. Et enfin, sur la plongée sous-marine, là je vous ai représenté le nombre de mérous qu'on compte tous les 3 ans avec le groupe d'études du mérou. Donc j'ai commencé en 2001 et là on a fait le dernier comptage, c'était cette année, 2023, donc j'aurais pu rajouter un petit point supplémentaire qui est encore plus haut, puisque là vous êtes à 600 individus, et cette année on est passé un cran au-dessus, on est à 720 individus, donc vous voyez que ça continue à monter. Et qu'est-ce que j'ai positionné sur la même courbe, sur le même graphique, c'est le nombre de plongées réalisées dans la réserve. Et donc on voit que les plongeurs bénéficient du fait qu'il y ait ces gros poissons qui sont présents, parce que pourquoi les plongeurs viennent dans la région? C'est pour voir des mérous, c'est pour voir des gros poissons, c'est pour voir toute cette biodiversité. Et c'est ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est tout ce que peut apporter la mer à l'homme, parce que c'est pas que les clubs de plongée qui vont profiter, c'est les restaurateurs, c'est l'hébergement, c'est l'accastillage, etc., etc. Donc voilà, et donc là, ça c'est la carte qui a été produite suite aux discussions avec les différents acteurs, et vous voyez que les propositions, c'est une extension vers le Cap Béat et une extension vers le Cap Cerbère, avec en plus une réserve intégrale ici et une deuxième réserve intégrale ici, donc tous les critères ont été validés dans la proposition, et donc ce document est parti à la DIRM, donc à la Direction interrégionale de la Méditerranée, pour discussion avec les services de l'État, et donc essayer de rendre possible cette extension, vu que la majorité des acteurs sont favorables à ce travail, à cette extension. Et donc là, c'est le site web du projet européen sur lequel on a travaillé, où on a travaillé sur la télémétrie, donc les fameux déplacements de poissons. Et là, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le petit film qui correspond à ce travail. Vous allez voir des belles images sous-marines, et donc ça sera un petit peu mieux que mon PowerPoint. Et donc, je vous lance ça de suite. Je ne sais pas s'il y a des petites questions déjà à ce niveau-là. Non. Moi, je trouvais simplement ça intéressant. Alors, attendez, il y a un deuxième micro. Ah, ouais. Parce qu'on n'est pas pressé, donc s'il y a des questions dès maintenant, je peux y répondre. Ce n'est pas une question, mais simplement, moi, je vais me baigner à Poli. Oui. Et en étant, je ne sais pas, à moins de 10 mètres du bord, on voit, j'ai même croisé un mérou il y a 2 étés, j'étais étonnée de le voir, et plein de jeunes, il y a des posidonies, enfin c'est extraordinaire. Et je nage en surface, je ne suis pas en train de plonger, j'ai simplement un masque. Ouais, tout à fait. Eh bien, ça tombe bien parce que ça fait partie des zones qui vont passer réellement en réserve. Donc, ce que vous avez vu, ça risque d'augmenter encore plus. Alors, le mérou que vous avez vu et tout ça, c'est déjà l'effet de débordement qu'on observe de la réserve vers l'extérieur, puisque Poli, pour l'instant, c'est extérieur réserve. Mais j'espère que dans 2 ans, ce sera à nouveau l'intérieur de la réserve, quoi. Il n'y a pas de frontière pour les mérous. Il n'y a pas de frontière pour les mérous, pour les poissons en général. On a des poissons qui ont fait 300 km. C'est-à-dire qui sont partis de l'Espagne et qui ont fini à Marseille. Parce qu'on a nos collègues de l'Ifremer qui ont le relais, ils prennent le relais jusqu'à Marseille, et on se retrouve avec des individus qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait initialement, et pas du tout les espèces sur lesquelles on pensait que le barracuda il allait tout traverser. Et en fait, non, des fois, ils restent au même endroit, ils restent sur la réserve intégrale, et d'autres qui vont beaucoup plus se balader. Le problème, c'est que si quelqu'un me posait la question, mais pourquoi ils bougent ? Là, c'est un peu plus compliqué. Pour la reproduction chez la dorade, oui, parce qu'il y a un endroit qui est vraiment spécifique pour la reproduction de la dorade, même d'Occitanie, de toute la région. Mais sur d'autres espèces, on manque encore un peu de connaissances. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que j'attaque le film. Oui. Vous avez parlé du poulpe au début. Oui. Les pêcheurs n'étaient pas contents de la disparition, ou au contraire? La disparition, ils trouvent que le stock de poulpe diminue. Il diminue en dehors de la pêche, pourquoi?
Eh bien, il diminue en dehors de la pêche, alors pour deux raisons. Sur les endroits où vous avez des prédateurs qui commencent à être présents, ben, c'est les prédateurs qui vont les capturer. Et l'autre problème, c'est que le poulpe a un cycle de vie particulier, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'une reproduction et après il meurt. Donc ça veut dire que quand vous capturez un poulpe et vous le mangez, a priori, c'est pas reproduit. Donc si vous en prenez beaucoup trop, bah, la reproduction ne va pas se faire et donc vous cassez le système. Donc il y a peut-être aussi un effet où voilà, on commence peut-être à trop prendre de ressources et pas laisser la population se régénérer. Mais c'est spécifique du poulpe, quoi. C'est vraiment particulier et c'est pour ça que les Tunisiens, ils ont vraiment trop tiré sur la corde et à un moment donné, ça s'effondre mais d'un coup, hein, parce que quand la reproduction elle s'arrête et l'année d'après, vous n'avez aucune capture. Et donc là, ben, si vous avez des prêts sur les bateaux, voilà, ben, tout ça, il va falloir continuer. Et ben, il faut changer de pêche. Et ça, c'est pas évident, parce que les pots à poulpe, c'est fait pour les poulpes, ça pêche pas de poissons. Donc c'est des enjeux qui sont importants. Pour ça que diversifier son activité de pêche, bon, en général, c'est ce qu'ils font, mais il y en a, ils se sont dit, on va faire beaucoup d'argent très rapidement, et c'est en pêche, gagner 5 000 € un pêcheur par mois, c'est pas possible. Et pourtant, il y en a qui arrivent à... Mais c'est parce qu'il y a de la surpêche et c'est pas... Voilà. Après, je dis pas, hein, c'est un métier qui est difficile. Hein. J'ai embarqué avec eux, c'est pas évident. Hein. Tôt le matin, et puis quand ça bouge, on est un peu blanc comme ma chemise. Hein. Donc c'est dur. Pas d'autres... Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir sur la carte où vous montrez l'intérêt d'étendre la réserve? Il y avait des points jaunes, mais je ne voyais pas les légendes, en fait. Alors... Vous avez décidé de la superficie de la prochaine réserve. Alors, l'idée, c'était de doubler. Et ça, c'était... Ouais, c'était acté. Parce que moins du doublement, la masse critique n'était pas suffisante pour avoir un effet vraiment significatif sur l'augmentation des populations. Et en même temps, ça permettait de couvrir différents habitats. Parce que ce n'était pas évident d'avoir une diversité d'habitats. L'idée, c'est d'avoir la diversité d'habitats, la diversité des espèces, c'est d'avoir un peu tout l'écosystème représenté. Et c'est vrai qu'en montant vers le nord, on avait plutôt les herbiers de Posidonie. En descendant vers le sud, on avait du coralligène. Donc voilà, quand on prenait les caps, on avait vraiment ce coralligène qui était en continuité de la roche. Et on avait de la profondeur aussi, parce que la profondeur est très structurante pour les populations de poissons. Vous avez des poissons qui aiment bien l'eau chaude, donc ils vont plutôt être en haut. Et dès qu'il fait trop chaud, ben, y a des poissons qui sont plutôt d'affinité froide qui vont descendre en profondeur. Mais s'il n'y a plus d'habitat, ils vont être embêtés et ils risquent de se déplacer beaucoup plus loin, quoi. Donc voilà, donc ça c'était un peu aussi sur la base des connaissances qu'on a depuis, parce que ça fait quand même une petite vingtaine d'années que je travaille sur la zone et sur la réserve, et donc et aussi en échangeant avec les collègues espagnols qui jusqu'à Murcia, puisqu'il y a des belles réserves à Murcia, Alicante, etc. Donc c'était d'échanger pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et donc là, l'idée, c'était vraiment, si on voulait garantir vraiment un dépassement significatif, il fallait vraiment augmenter. Plus le fait de créer les réserves intégrales. Ça a été dur. Hein. Parce qu'en plus, elles ne sont pas très grandes, hein, mais les acteurs, ils étaient accrochés pour qu'ils puissent pouvoir plonger partout, pêcher partout. J'aurais dit non, sinon ça ne sert à rien. Hein. Eh oui, mais d'où les réunions, l'idée c'était vraiment qu'il y ait une acceptabilité sur la base de résultats scientifiques, sur la base de discussions. Moi je leur disais, les résultats ils sont ici, hein. Ce n'est pas des résultats qu'on a été chercher à Marseille ou ailleurs. Vous avez la chance d'avoir une réserve qui fonctionne, donc on sait comment ça va fonctionner si on étend, et si on met des réserves intégrales. Donc c'était ça qui était... c'était l'argument qui permettait de faire avancer la discussion, quoi. Parce que ce que vous avez montré au début sur la densité et la diversité d'espèces de poissons, vous parliez de passé, présent, futur. Dans la réserve intégrale, aujourd'hui, on est déjà revenu à la situation que vous présentiez, donc du passé où il y avait une vraie biodiversité. Alors, entre les deux. Cette figure, elle est théorique. Oui. Parce que le problème, c'est que j'étais trop petit pour voir ce qui se passait avant. Il y a 50 ans.
J'avais 5 ans. Donc, et il n'y avait pas beaucoup d'études sur les faits réserves. Et malheureusement, c'est ce qui manque sur les vieilles réserves comme Porquerolles, Banyuls, même en Espagne, c'est qu'on n'a pas le avant. Et donc, voilà. Par contre, sur d'autres réserves, par exemple en Nouvelle-Calédonie, j'ai des collègues où la réserve, elle a une petite vingtaine d'années, ben, eux, ils ont le avant et ils voient vraiment la montée en charge, la montée en puissance, quoi. Donc, je ne peux pas vous dire exactement où on en est par rapport au passé. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'arrivera jamais à revenir à l'état initial. Ça, c'est clair. Parce que l'homme ne fait qu'augmenter son activité. Donc, et puis, la réserve, il n'y a pas une barrière, hein. Donc, s'il y a une pollution qui passe, elle passe. Hein. C'est pas Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Et oui, non, ça marche pas comme ça. Et donc voilà. Donc, il y a quand même ces pressions. Il y a quand même. J'ai pas parlé de toutes les pressions, mais le bruit des bateaux, c'est impressionnant. Hein. On parle de biophonie, c'est le bruit émis par les animaux, etc. Mais on parle aussi de l'anthropophonie, c'est les bruits émis par l'homme. Et même moi, quand je suis en plongée, qu'il y a un bateau qui passe, je baisse la tête parce qu'on a l'impression que... Et ça, c'est perturbant pour les poissons parce que d'un coup, ils sont stressés. Donc ils dépensent de l'énergie à se déplacer qu'ils ne vont pas utiliser dans la croissance ou dans la reproduction. Donc voilà. Donc il y a pas mal de paramètres qui sont à prendre en considération. Donc voilà. Donc ça va être difficile. Le Mérou, c'était un peu l'exemple. Je pensais qu'on avait atteint le plateau et non, ça continue à augmenter. Donc je pense qu'on n'est pas arrivé à la capacité de charge maximale, quoi. Et pourquoi le Mérou, c'est une espèce emblématique qui est caractéristique, qui permet d'expliquer le phénomène? Alors, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. C'est-à-dire, c'est une espèce bio-indicatrice. C'est-à-dire que quand elle est présente, ça veut dire qu'en dessous, tout ce qui est le réseau trophique en dessous fonctionne bien. Si l'espèce n'était pas là, ça voudrait dire que les proies qui sont en dessous ne seraient pas en quantité suffisante, etc. etc., etc. Et donc, c'est plutôt un bon signe quand vous avez des mérous qui sont présents et surtout une population qui ne fait qu'augmenter. Alors, les pêcheurs, eux, me disent, j'ai des chasseurs qui me disent, il faut qu'on aille dans la réserve intégrale, réguler le nombre de gros mérous parce qu'ils sont en train de tout manger. Et ça, c'est une aberration écologique parce que la nature étant bien faite, si vous avez effectivement une population qui commence à grossir, vous allez avoir une pénurie de ressources alimentaires. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une pénurie de ressources alimentaires? L'énergie est allouée à la croissance et à la respiration, à la vie de tous les jours, mais pas à la reproduction. Donc en fait, vous réduisez votre reproduction. Il n'y a pas d'œufs qui sont émis parce que vous arrivez à saturation, quoi. Donc c'est voilà. Et eux me disaient, oui, mais c'est comme le sanglier, on le régule bien. Mais le sanglier, c'est un herbivore. On est un cran en dessous. C'est quoi le top prédateur au-dessus du sanglier? C'est le loup ou c'est l'ours? Le mérou, c'est le loup ou l'ours. Donc on s'est trompé d'un étage. Et donc c'est pour ça que c'est une aberration de faire cette régulation. Et c'est encore pire, c'est que comme les mérous mâles sont très territoriaux et fonctionnent en harem, ils vont s'exclure les uns les autres. Donc vous avez des territoires mâles qui sont bien définis. Donc vous pouvez caser qu'un nombre de mâles maximum. Les vieilles femelles qui vont devenir mâles, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de migrer à l'extérieur. Et c'est elles qui recolonisent les zones à côté. Si vous tuez les mâles là, que font les femelles qui deviennent mâles? Elles restent sur place. Et vous cassez la recolonisation. Mais tout ça, effectivement, on n'a pas fait des cours d'écologie à tout le monde. Et malheureusement, c'est pour ça que les ateliers de concertation, ils étaient intéressants pour ça. C'est qu'on faisait aussi passer ces informations-là pour comprendre pourquoi on n'était pas là. Moi, je ne suis pas là pour protéger la nature. Bon, oui, un peu quand même. Mais c'est pas... moi, je suis là pour éclairer les décisions. Je donne des informations scientifiques sur les observations qu'on fait, pour essayer de mieux comprendre et mieux gérer. Si un jour on peut réouvrir la pêche au mérou, mais tant mieux. Ça voudra dire que les populations sont arrivées à saturation. C'est pas demain la veille. Hein. On a du boulot. Hein. Donc voilà. Donc je peux le dire. Hein, le jour où ça sera ouvert, mais c'est pas pour demain, quoi. Ouais. Au niveau de la pêche professionnelle qu'il y a donc autour de la réserve, comme vous semblez le dire, est-ce qu'on sait d'où viennent ces pêcheurs? Est-ce que c'est vraiment les locaux de la zone?
Est-ce qu'il y a des pêcheurs qui viennent de plus loin pour faire la ratilla? Non, non. Alors, pêcheurs pro, hein. Oui, oui. Pêcheurs professionnels. Alors, les pêcheurs professionnels, c'est... Alors, déjà, dans la réserve, il y a 15 autorisations. Et donc, si vous n'avez pas l'autorisation, il y a les fanions qui sont distribués. Vous prenez un PV et donc voilà. Donc là, ça c'est réglé. Et après, à l'extérieur de la réserve, tout le littoral français, même côté espagnol. Côté espagnol, c'est les cofradias. Chez nous, c'est les prud'homies. Tout est réglementé. Vous ne pouvez pas les pêcher dans la prud'homie. Un pêcheur de Banyuls ne va pas les pêcher dans la prud'homie du Barcarès. Il ne va pas être bien reçu. Donc tout est... Alors, c'est pas dit, mais ça se sait, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'ai fait venir un pêcheur de Leucate pour travailler sur Banyuls. Il a dû demander l'autorisation au premier prud'homme de Banyuls pour ne pas avoir de problème, et c'était dans le cadre de pêche expérimentale. Donc c'est quand même assez bien réglementé, et les prud'homies ont le droit de dresser des procès-verbaux envers les pêcheurs de leur prud'homie. Donc c'est quand même assez bien cadré, quoi. Oui, c'est rassurant par rapport au travail effectué, aux recherches, etc. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Tout le monde peut venir. Ouais. Alors après, un peu plus au large, il y a les pêcheurs espagnols qui viennent quand même, mais là on a une zone grise, ils appellent ça une zone grise. C'est en France, mais ça date de, je ne sais plus quelle année, donc c'est assez ancien. C'est des traités entre les États. Et malheureusement, nous, quand on essaye d'intervenir ou quand le parc marin essaye de discuter, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est même plus le ministère de l'écologie. Et donc là, on n'a pas trop notre mot à dire, mais bon, on essaye quand même de discuter. Et bon, les pêcheurs, ils sont aussi un peu raisonnables, quoi. Oui. Vous nous dites qu'il y a un poisson qui vous met un instrument, je ne sais pas si c'est un instrument de quoi pour savoir son... Ah, on lui met un émetteur. Oui, mais l'émetteur? Un émetteur. Oui, mais quel type de poisson? C'est d'abord... Ah, on a choisi un petit peu toutes sortes d'espèces, des poissons qui étaient connus pour être très mobiles, et puis des poissons qui étaient comme la rascasse, qui sont pas très mobiles, qui vont se déplacer peut-être à l'échelle de la salle, qui vont vivre toute leur vie à l'échelle de la salle. L'idée, c'était d'avoir un panel assez large d'espèces différentes pour voir comment, en fonction des événements climatiques, par exemple une tempête, comment les poissons allaient réagir. Et tout le monde ne réagit pas forcément de la même façon. Ou quand il y a un changement de température. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir voilà, un panel assez large d'espèces. Alors, excusez-moi, je vois une main qui se lève. Oui. Ce que vous présentez là, la réserve, enfin, c'est au bénéfice un petit peu de tout le monde, enfin, c'est du gagnant-gagnant, me semble-t-il. Alors, la question ingénue, c'est quels sont les opposants les plus farouches à l'exploration de réserve ou à son augmentation? À votre avis? Alors moi j'ai animé le groupe des pêcheurs loisirs et chasseurs sous-marins. Je pensais que c'était eux qui allaient me tomber dessus. Et non, c'est pas eux. C'est pas les pêcheurs professionnels non plus. Et ouais, non, mais moi j'avais parié sur les pêcheurs professionnels. C'est pas les pêcheurs professionnels, ce sont les plongeurs. Et là, j'étais surpris. En fait, les plongeurs, il n'y a pas de micro, non, les plongeurs, ils considèrent qu'ils n'ont pas d'impact. Ah ben voilà le directeur de la réserve. Et on parle des plongeurs, Fred. Ça arrive au bon moment. Les plongeurs considèrent qu'ils n'ont pas d'impact. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on leur interdise d'aller dans la réserve intégrale, dans la réserve partielle, etc. Et nous, on essaie de leur expliquer que, si, il y a quand même des impacts. À partir du moment où l'homme met un orteil à un endroit, il y a forcément un dérangement, un impact. Rien que le bruit du bateau pour arriver sur le site de plongée, c'est une chose. Après, vous avez des plongeurs qui vont toucher le fond avec les palmes, qui ne font pas attention. Vous avez les photographes, ils sont obnubilés par leurs photos, ils ne font pas attention. Même les scientifiques, des fois, ils peuvent avoir un impact sur le milieu. Ça peut être le dérangement. Vous êtes à poursuivre les poissons pour essayer de les voir, vous les dérangez, et ils sont obligés de se déplacer. Alors, ça ne va pas être des impacts de prélèvement, parce qu'eux, ils considèrent que l'impact, c'est le prélèvement, c'est la sortie du poisson de l'eau. Mais non, il n'y a pas que ça. Le bruit des bulles, aussi. Ça fait quand vous avez beaucoup de plongeurs,
Et il y a quand même beaucoup de plongées qui se font dans la réserve marine, hein, parce qu'il y a du poisson, parce qu'il y a plein de choses. Mais à un moment donné, il va falloir se dire, attention, il y a peut-être une limitation à un moment donné à avoir. Sur la réserve, donc, il y a des accès qui sont autorisés pour les plongeurs, et il y a des zones de sanctuarisées. Oui, il y a ce qu'on appelle la réserve intégrale qui est au niveau du sec de Rédéris. Elle fait 65 hectares. Et celle-là, elle a été mise en place en 76, je crois, 2 ans après. Ah, 78 79. Ouais, 79, donc la réserve 74 et la réserve intégrale 79. Et là, c'est vraiment toute activité. Alors, c'est vrai que les scientifiques peuvent y aller, mais on essaye vraiment d'y aller que quand c'est vraiment obligatoire. Même la vitesse des bateaux doit être limitée. Bon, elle est limitée à 5 nœuds, donc c'est vraiment, on doit ralentir le bateau, même sur l'ensemble de la réserve. Hein, donc voilà, il y a tout ça qui se met en place pour essayer de préserver tout ça, parce que tout le monde a un intérêt à ce que ce soit préservé, parce que tout le monde tire un bénéfice de tout ça. Donc c'est pour ça qu'après discussion, ça passe pas. Mais c'est vrai que j'étais surpris que ce soit ce groupe-là qui soit un peu... Alors, ils ne sont pas tous contre, hein, mais il y en a certains qui étaient peut-être un petit peu plus impactés, et voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Oui. L'apparition de nouvelles espèces comme le barracuda, ça n'entraîne pas la disparition d'autres espèces méditerranéennes, parce que le barracuda, c'est un poisson tropical. Alors non, le barracuda, c'est une espèce qui est plutôt thermophile, qui aime les eaux plutôt chaudes, donc elle est présente en Méditerranée initialement, mais elle était peut-être moins présente sur nos côtes. C'est vrai que nous, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Pyrénées-Orientales, et le golfe du Lion, on va dire, c'est la zone la plus froide de Méditerranée. Et donc, forcément, c'est l'endroit qui est un peu, qui est un petit peu réservé, qui n'est pas trop accessible aux espèces qui aiment les eaux chaudes, par exemple d'Espagne. Mais on a vu à un moment donné des juvéniles apparaître de barracuda. Donc ça, c'est un signal du réchauffement climatique. Et j'ai été surpris que ce soit visible à l'échelle humaine. C'est ça aussi qui m'a... Moi, je pensais que ça allait mettre 50 ou 100 ans. Ben non, ça se met en route assez rapidement. Et donc, effectivement, on a une utilisation de nos eaux par les barracudas qui commence à augmenter. Donc voilà, donc ça fait partie... voilà. C'est un problème, oui et non. Forcément, ils rentrent en compétition avec d'autres espèces. Par contre, les espèces dont vous parlez, c'est plutôt les espèces invasives qui, en partie, sont arrivées par le canal de Suez, de mer Rouge, ou par Gibraltar. Parce que, là aussi, réchauffement climatique, et donc elles ont pu grignoter un peu de terrain. Et vous avez même des espèces qui arrivent par les eaux de ballast de bateaux, ou par les salissures sur le fouling sur les bateaux. Il y a un tel trafic maritime qui se fait dans tous les sens, que, voilà. Et là, il y a des travaux qui sont faits pour utiliser des UV, pour, lorsqu'il y a la vidange des eaux de ballast, que tous les organismes soient tués avant que l'eau soit déversée. Mais bon, c'est pas toujours évident. Et c'est un système, malheureusement, c'est impossible de le freiner. Alors on essaye de le suivre, de l'observer. Alors ce qui se passe aussi, c'est que dans les réserves marines, comme les niches écologiques, comme il y a beaucoup d'espèces présentes, il y a peu de place pour les accueillir. Donc une réserve a tendance à bien protéger son territoire. C'est pour ça qu'il en faudrait un petit peu plus. Et dans les autres zones, malheureusement, oui, effectivement, il peut y avoir des espèces invasives qui arrivent, quoi. Mais ça, c'est valable à l'échelle planétaire. La Martinique a vu l'invasion des ptéroïs, là, les rascasses volantes, alors c'est super joli à voir, mais ça mange tout, quoi. C'est vraiment... donc, effectivement, ces espèces très voraces peuvent poser par moments des problèmes, quoi. Oui. Est-ce que l'anchois... L'anchois. Alors, c'est pas les espèces sur lesquelles je travaille, mais à un moment donné, je m'y suis quand même un petit peu intéressé parce que y a un problème de stock, voilà, de diminution. L'anchois et la sardine, elles ont un petit... Parce qu'elles étaient un peu petites. Donc je les ai comparées aux anchois d'Atlantique. Je me suis dit, ça doit être des juvéniles. Donc j'ai regardé dans l'oreille interne des poissons, vous avez ce qu'on appelle un otolithe. C'est une petite pièce calcifiée. Et en fait, c'est comme les arbres, vous la poncez et vous arrivez à avoir des traits qui correspondent à l'âge du poisson. Et donc je me suis amusé à regarder l'âge des anchois en Méditerranée et l'âge des anchois en Atlantique.
la taille c'était du simple au double. Eh bien, elles ont le même âge. Donc c'est un problème de croissance. Et un problème de croissance, ça vient de quoi? Ça vient de la nourriture que vous ingérez. Donc en fait, le phyto et le zooplancton, qui est la base de la nourriture de ces anchois, a perdu sa qualité nutritive, certainement due au réchauffement climatique, au changement de communauté de zooplancton. Et donc, les anchois mangent, mais pas suffisamment pour grandir à les bonnes tailles. Donc l'anchois, elle est toujours là, mais comme elle est petite et qu'elle n'est pas capturable par les pêcheurs, on a l'impression qu'il y en a moins. Mais elle est quand même présente. Et alors, des fois, les pêcheurs en capturent beaucoup, ils sont obligés de les relâcher parce que ils n'ont pas atteint la taille de capturabilité et risquent d'avoir une contravention s'ils ramènent tout ça à terre, quoi. Ils ne peuvent pas le vendre. C'est interdit de vendre du poisson qui est sous la taille de capture, sous la taille commerciale. Donc voilà. Donc elles sont là, elles ne seront pas sur les pizzas, mais elles vont rester en mer parce qu'elles sont trop petites. Il y avait une autre question. Alors, devant la crypte Bernardi, depuis quelques années maintenant, il y a des bateaux qui viennent stationner là pendant les jours, etc. Est-ce que la nouvelle extension permettra de réguler? Alors, ce n'est pas dans le cadre de la nouvelle extension, c'est dans le cadre de la zone de mouillage léger, organisée, ils appellent ça la SMEL. Donc, il va y avoir des mouillages écologiques pour éviter de jeter l'ancre dans l'herbier. En plus, il y a beaucoup d'herbiers à cet endroit-là. Et donc, il y a un panel de bouées qui sont adaptées aux tailles de bateaux. Et donc, il y aura une réglementation. Vous ne pouvez pas rester non plus des jours et des jours sur site, etc. Donc ça, voilà, l'équipe a déjà été recrutée par le conseil départemental. Et donc, ça va être géré dans ce sens. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions... Je pensais que vous n'étiez pas bavard, hein. C'est pour ça que Eh bien, je vais vous lancer le film. Alors, hop. Et donc... Le littoral marin pyrénéen abrite encore une importante biodiversité, avec un tiers des espèces de poissons de la Méditerranée nord-occidentale. Comme partout en Europe, cette dernière a fortement régressé. De part et d'autre de la frontière franco-catalane, les aires marines protégées visent à inverser la tendance en préservant les Au niveau habitats du temps, on est bon. et les espèces. Ouais, on m'a dit que c'était de 18h à 20h. Donc, La côte méditerranéenne je vais finir un peu avant, je pense. constitue ici un territoire considéré comme une unité écologique homogène. Depuis sa base de Port-Vendre, Gilles Saragoni, ingénieur d'études CNRS au CEFREM, laboratoire de l'Université de Perpignan, et l'équipe française du programme européen RESMED travaillent à mieux comprendre les écosystèmes marins afin de mieux les protéger. Gilles et son équipe partent pour une opération de maintenance consistant à changer un hydrofile. De part et d'autre de la frontière franco-espagnole, un réseau de balises sous-marines a été déployé le long de la côte catalane. Ce réseau doit être régulièrement entretenu. Chaque balise comporte un récepteur changé une fois par an. Véritable oreille de la mer, il va permettre de collecter des informations sur les déplacements et les regroupements de poissons préalablement équipés d'émetteurs. L'équipage longe désormais la côte de la réserve naturelle marine de Valmousse-Cervelle. Gilles et Nicolas se préparent à plonger. C'est bon, t'es prêt? Allez, go, 2, 3, 4. Elle est bien là. La balise toute concrétionnée repose discrètement sur le fond. Le récepteur qu'elle renferme va bientôt délivrer ses secrets. Où vont les animaux? Restent-ils sur une zone donnée ou sont-ils juste de passage? Toutes les réponses à ces questions seront données par le dialogue permanent entre l'émetteur contenu dans le corps du poisson et le récepteur contenu dans la balise. Le rayon maximal de captation est environ de 250 mètres, mais peut varier en fonction des conditions. Les balises résistent aux grandes profondeurs, mais doivent évidemment rester accessibles aux plongeurs professionnels.
savamment placé à l'intérieur de la balise. Gilles et Nicolas regagnent la surface et vont rejoindre le professeur Philippe L'Enfant de l'Université de Perpignan. Ils vont désormais tenter de capturer un Mérou afin de l'équiper d'un émetteur qui dialoguera bientôt avec le réseau de balises. Alors l'intérêt d'une opération comme ça, c'est de suivre les déplacements des individus. Donc en fait, on va les attraper, on va en attraper un, et on va le remonter à bord, l'anesthésier pour pouvoir lui implanter dans la cavité péritonéale un émetteur qui va émettre toutes les 60 secondes un signal qui sera capté par tous les hydrophones qui sont placés sur la zone. Les premières captures qu'on a faites, c'était en 2005, donc ça date quand même d'il y a quelques temps. Et là, on est sur un projet européen qui est sur 2 ans et demi même. Et donc là, on espère suivre les individus, donc les mérous, puis pas mal d'autres espèces pendant 1 an et demi. Non, alors on n'a pas les cartes d'identité des mérous. Par contre, ce qu'on observe, c'est une augmentation continue. Tous les 3 ans, on fait des suivis, on fait un inventaire total. Et ce qu'on observe, c'est une augmentation quasi constante. Donc on pense que les mérous qu'on voit les années précédentes sont toujours présents, mais on a des nouveaux qui arrivent au sein de la population. Donc ça, c'est plutôt positif. Gilles et Philippe partent à la recherche d'un mérou qui voudrait bien se montrer coopératif. Le mérou fait partie des espèces clés ciblées par le programme RESMED. La zone semble propice à la rencontre avec les mérous, tant la quantité de poissons présents dans cette partie de la réserve est importante. La préparation de la ligne à pâté est méticuleuse. Chaque geste compte pour tenter de leurrer l'animal. Les biologistes ont développé une technique de capture particulière qui consiste à accrocher un appât sur un hameçon sans ardillon afin de ne pas blesser le mérou. Après avoir repéré un groupe de mérous, Gilles et Philippe tentent une approche discrète. Tout l'enjeu ici est de donner envie à l'animal de déguster un poulpe. Poser l'appât sur une surface relativement dégagée, puis quitter la scène au plus vite. Gilles et Philippe s'éloignent pour attendre calmement. Trop près, l'animal serait méfiant. Trop loin, la capture serait trop hasardeuse. Pour le mérou, la tentation de la gourmandise et la méfiance se mêlent. Ramener un peu la ligne et espérer que l'impétrant se laisse tenter. À l'affût, derrière le rocher leur servant de cachette, les 2 plongeurs scrutent chaque mouvement autour de l'appât posé plus loin. Cette fois-ci, c'est raté. Il faut chercher ailleurs, mais ne pas se décourager. Plusieurs plongées sont parfois nécessaires pour capturer un seul mérou. Gilles tente encore un essai. Il insiste et agite le poulpe pour tenter de susciter l'intérêt de l'animal. Poser encore, reculer, se cacher, c'est la même stratégie qu'il faut répéter inlassablement. Celui-ci tourne le dos et ne semble pas tenté par le dandinement peut-être un peu suspect de la part. Décidément, il faut encore essayer ailleurs. Un dernier coup d'œil pour s'assurer que tout est bien en place. Une attente, encore. Ça y est, Gilles s'empresse de serrer immédiatement et avec détermination. Il faut le tenir, le ramener à tout prix. Ne surtout pas lui laisser trop de mou, car il risquerait, dans une dernière tentative d'évasion, de se réfugier sous un rocher. Gilles est parfaitement concentré. Il doit rapprocher le mérou au maximum afin que Philippe puisse l'aider à mettre l'animal dans une grande enveloppe. Le mérou se débat,
tente de se dégager par une dernière ruade. Les épines de sa nageoire dorsale peuvent blesser Gilles à tout moment. Et voilà, cette fois-ci, c'est gagné. Il faut désormais remonter doucement la barre. Le long de décompression débute pour permettre à sa vessie natatoire de s'adapter au changement de pression. Se faire baiser dans le soleil, c'est mignon déjà que je fais après. C'est bon 1, 2 et 3. Alors avec ça, pour appliquer les La récupération en surface est assurée par Martin et Thomas. Elle doit être rapide et parfaitement coordonnée. C'est avec les pêcheurs Chacun est à son les poste, pêcheurs et c'est précisément ce qui a. Le temps est il désormais. faut du temps pour... Le mérou capturé rejoint un bain d'eau de mer enrichi d'un anesthésiant adapté à l'animal. Comme ce mérou, emblématique de la Méditerranée, les espèces ciblées lors des marquages sont dites bio-indicatrices. Cela signifie que leur présence, en plus ou moins grande quantité, permet d'évaluer la bonne santé de l'écosystème. Le suivi de ces espèces permet de mieux comprendre la notion de connectivité des animaux en fonction de leurs besoins biologiques. C'est avec le vivant, c'est pas ça déjà. Je pense que c'est une grosse femelle. Ouais, c'est un jeu de poisson. Bon, là, on va attendre encore un peu parce que au niveau des branchies, ça ventile. Donc, on n'est pas en endormissement encore quasi total. Il est à peine attrapé. Tu vois, en plus, c'est la connexion sans ardillon, donc du coup, on le blesse pas du tout. Allez, maintenant il va falloir lancer la vitesse supérieure. Identifiant 11 522. Et ensuite le code 1352 857. Des fois, c'était... Tu chopes le mal de mer. Surtout en plus, la Méditerranée, ça bouge vite. On remet dessus. La vidéo, elle est pas fluide. Ouais. Donc là, entre l'anus et en fait, on a vachement de longueur de câble. Et je pense que votre cartographique doit ramer, envoyer le truc. Et on perd du signal. Donc, il y a la vidéo peau un peu projecteur, épaisse. il va y avoir un petit lag. Alors, il ne faut pas avoir peur d'agrandir. De toute façon, après, il y aura les points de suture. On a des séquençages. L'émetteur, on va voir si ça passe du premier coup. Et hop, voilà, c'est passé. Oui. Alors, à nouveau de la bétadine pour désinfecter. Ça marche aussi sur les personnes. Bah ouais. Ça c'est bon. Allez, on va pas tarder à rentrer dans l'eau. Alors, dernière chose, Voilà, ça passe plus là. un marqueur vital. C'est juste pour éviter de ne pas le rattraper une deuxième fois. Donc ça fait comme un tatouage. C'est prêt, Gilles ? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Ouais, et moi je retourne après. Putain, pourtant j'ai pris un PC de fou. PC de gamer. Putain. Désormais équipé d'un émetteur, ce mérou va pouvoir reprendre le cours de sa vie. C'est quoi les fous? Et ça fait aussi partie de l'enjeu du projet, parce que le réseau d'hydrophone, il n'est pas juste sur la rivière de Bayous, il s'étend au Cap de Creuse, il va jusqu'au CNLS. On a quasiment un réseau continu. Et donc, avec Bernard, qui est donc le coordinateur du projet européen, on essaye de voir s'il y a des échanges. Il y a une possibilité, hein, c'est envisageable que des méos puissent se déplacer d'une zone à l'autre, même si pour l'instant on ne l'a pas observé. Mais on veut aussi voir si d'un point de vue synchronisation, la reproduction se fait dans la même période. Peut-être
au Médès où les eaux sont plus chaudes, et bien ça se produit un peu comme du côté de Nice ou en Italie ou en Corse, plutôt début juillet, mi-juillet, et nous on serait plutôt fin août. Donc tout ça on pourra l'avoir en comparant les données de part et d'autre de la frontière avec je pense que c'est mon ordi qui est... RESMED est donc un programme européen transfrontalier. Estartit accueille depuis 1983 la réserve naturelle intégrale des îles Médès. Les pêcheurs sont les premiers à bénéficier de l'effet positif de cette espèce protégée. Le professeur Bernat Herrero de l'Université de Barcelone est le responsable et coordinateur du projet. Aujourd'hui, Gilles est venu le rencontrer pour échanger avec un pêcheur professionnel. On va voir le pêcheur. Ok, très bien, on y va. Bonjour Jean, comment est la pêche? C'est vrai qu'à ce niveau-là, je ne suis pas du tout Très bien. fermé. Aujourd'hui, je suis allé à Escala. Et là, je suis de retour pour m'occuper de vous, comme j'en ai été chargé. Très bien. Et tu as récupéré le récepteur? Oui, le voici. Je te présente Gilles. Il travaille à l'Université de Perpignan et est également sur le projet RESMED. Et il nous rend visite. Ces pêcheurs collaborent avec nous. Ils pêchent et nous marquons les poissons. On leur donne ces récepteurs qu'ils mettent dans leur filet et qu'ils conservent ensuite en pêchant, en nous indiquant où ils sont allés. On leur donner le temps où ils sont restés et ainsi on peut obtenir des données et établir un réseau de récepteurs plus vaste que celui que nous pourrions faire à partir du seul réseau de récepteurs fixes. On place ces récepteurs dans les lieux où on pense pouvoir pêcher davantage. Par exemple, un rocher où il y a plus de poissons. Et après, Bernat nous dit il est passé des lentilles, des dorades, des barracudas. Qu'as-tu pêché, Jean? Je réponds rien du tout. J'ai pêché des sols, des baudroies, mais aucun poisson de ces genres-là. Et il a détecté en un mois 1500 à 2000 poissons qui sont passés sur les 200 que nous avons marqués. Mais moi, je n'en ai pêché aucun de ceux-là, car je pratique une pêche sélective. L'implication de nombreux acteurs du milieu marin est un enjeu majeur. Martinez Roy est un pêcheur sportif. Dans ce projet, je suis chargé de capturer les poissons pour qu'ensuite les chercheurs puissent travailler. Mon travail dépend de l'espèce à pêcher, qui implique une technique de pêche ou une autre. Par exemple, les îles Médès sont une réserve très facile, alors que la de Trémousse est plus difficile. Cela dépend des espèces. Des fois, c'est très compliqué de les capturer, mais cela reste toujours amusant et captivant. Gilles retrouve Bernat au musée de la Méditerranée pour lui apporter une des balises récupérées parmi de nombreuses autres. Alors, au total, nous avons 105 récepteurs répartis par toute la côte, entre les Startif et Banyuls. Nous, on gère les 25 balises qui sont sur la réserve de serveurs Banyuls, et après, je crois qu'on a à peu près une quinzaine de balises pour faire la jonction avec la réserve du Cap Créus, où c'est vous qui avez pris en charge les balises. Ça doit être ça à peu près sur la quantité. Ok, et alors on a mis dans quelques-unes beaucoup de balises pour connaître plus précisément le mouvement des poissons, comme la Médès, la Capécréos et Banyuls. La Médès, par exemple, on a déjà des résultats et dans l'animation, on peut regarder le mouvement des espèces qu'on a marquées autour des îles Médès et on peut regarder chaque espèce qui est représentée avec une couleur et tous les mouvements des champignons. Ça, c'est une filmation de janvier, donc les barracudas. Ici, tu peux regarder qu'ils entrent dans les ports de nuit et pendant les jours, ils sortent dehors le port et entrent dans la réserve. Il y a la dorade et le loup qui se bougent beaucoup autour de la réserve, même dans les jours et la nuit. Alors, ça veut dire que la petite réserve de Médès, c'est très efficient pour les espèces qui sont très sédentaires. Ils restent toujours dans le même site. Et pour les autres espèces, comme le loup, pour la dorade, pour la filaine, et ils ne marchent pas très bien parce qu'ils sortent dehors de la réserve. Alors, on va voir qu'il y a vraiment des espèces mobiles. Oui.
Ça c'est intéressant parce que voilà, la réserve des îles Mérès est très petite, mais il y a des espèces qui entrent et sortent de la réserve. Ça veut dire que une petite réserve pour ces espèces qui bougent beaucoup, c'est pas du tout effectif pour les garder pendant son cycle de vie. La mer et ses habitants ne connaissent pas les frontières des hommes. En effet, qu'ils soient français ou espagnols, les différents habitats de la côte méditerranéenne catalane se ressemblent et hébergent les mêmes espèces. Ils forment un continuum. C'est pas la vidéo, on peut ça, comme ça je ferai un rapport. J'explique les choses. Le projet RESMED s'intéresse également aux petits fonds côtiers le long du littoral, à l'interface entre la terre et la mer. L'objectif est d'y réaliser des comptages juvéniles en randonnée palmier. Ce sont de jeunes poissons qui, pour se protéger des prédateurs, privilégient les zones peu profondes et riches en cachettes. Ainsi, les petits fonds côtiers, jonchés de blocs rocheux, constituent autant d'habitats de choix et se révèlent être de véritables nurseries. Ces précieuses observations permettent de s'assurer que la relève est déjà bien présente. Les scientifiques ne sont pas les seuls à contribuer à une meilleure connaissance du milieu marin. Cédric, responsable d'un club de plongée, a proposé à deux de ses clients de réaliser des comptages de poissons. Donc on va pouvoir compter les mérous, les corbeaux, les dentilles, les loups et les différents types de sards. Et voilà, justement, on a Gilles qui arrive. Plongeur scientifique, salut Gilles. Fabrice, tu vas embarquer. Bienvenue à bord. Salut, ça va, bonjour. Ah, on se connaît. Bonjour, ça va. Bon, ouais, ça va. Vous allez faire un petit comptage, c'est ça? Ok, là, c'est deux plongeurs qui vont faire une opération de comptage. Et puis, on va profiter de ton expérience et puis de l'opération. Ça va expliquer concrètement la méthodologie de comptage qu'ils devront utiliser. D'accord. Je vous remercie. Vous allez faire un comptage de poissons dans la réserve sur 6 espèces. Alors, vous avez vu les espèces? Mérou, corbe, denti, dorade, royale, loup et Saint-Tambour. C'est tout simple, hein. Vous allez finalement refaire ce que nous on fait tous les jours, mais c'est en sciences participatives. Le fait que vous le fassiez de façon simple, ça va être répété avec Cédric qui propose ça dans son club, ça va être répété plein de fois et donc ça va permettre nous d'avoir des données supplémentaires. Est-ce que vous avez des questions? Ça a l'air assez simple, c'est simple. Et nous, ça nous aide énormément. Si on fait un service, c'est avec les gens. C'est ça. On a plaisir d'avoir le croisé de poissons, je peux participer à la sauvegarde. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant la biodiversité parce que c'est vrai que comme on est plongeur ici, on apprécie vraiment d'avoir des belles plongées avec plein de poissons et tout, donc c'est intéressant de pouvoir participer à cette étude et s'assurer que il y a une belle biodiversité, il y a bien des renouvellements de population et des éventuels croisements entre les différentes réserves. Alors dans la réserve, on est relativement assez souvent, je pense que ça évolue bien. Par contre, à l'extérieur de la réserve, il y a des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup de poissons. Donc si on veut voir du poisson, il faut venir dans des zones protégées. 3, 2, 1 et top! Les deux apprentis naturalistes s'immergent entre 10 et 20 mètres de profondeur. Leurs yeux fouillent dans toutes les directions de l'horizon liquide. Chaque comptage se déroule selon le même protocole développé spécifiquement par Bernat et Réou dans le cadre du projet RESMED. Sur une distance de 50 mètres, les plongeurs répertorient les espèces situées à 2,50 mètres maximum à leur gauche et à leur droite. Pour chaque espèce identifiée, ils notent scrupuleusement sur leurs ardoises le nombre d'individus croisés et leur taille estimée respective. Pour les scientifiques, impliquer les plongeurs permet de multiplier les observations,
dans la même période et dans la même zone, et par conséquent de collecter davantage de données. Même si ces données sont généralement moins précises et moins fiables que celles obtenues par les scientifiques, leur grand nombre offre un apport précieux et complémentaire. Bernat Herrero et l'équipe espagnole, Philippe, Gilles et l'équipe française œuvrent ensemble en unissant leur expertise. Augmenter les connaissances scientifiques de l'écosystème, impliquer et faire participer le plus grand nombre d'acteurs du monde marin, unifier les modes de gestion de part et d'autre de la frontière franco-espagnole, sont autant d'enjeux portés par le programme européen récent. Les résultats obtenus permettront aux habitants de la mer de bénéficier d'une protection harmonisée basée sur la mise en réseau des aires marines protégées par-delà les frontières évitées par les hommes. Bon, désolé pour la qualité du film. Je pense qu'il va falloir que je change d'ordinateur. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. La suite de ce projet, ben, on espère l'avoir à partir de l'année prochaine, puisqu'on a redéposé un projet européen pour continuer à travailler et là, aller plus au large vers les canyons sous-marins, essayer de travailler sur d'autres espèces plus pélagiques et continuer à travailler avec les gestionnaires. Et donc si vous avez des questions pour Frédéric, le conservateur de la réserve, vous pouvez aussi en profiter. Et donc voilà, donc c'est un territoire qu'on connaît bien et donc ben, petit à petit on arrive à le protéger encore mieux. Voilà, ben, en tout cas je vous remercie beaucoup. Merci pour les questions, il y en a eu pas mal. Pas de questions, mais des oui. éléments pour votre recherche, parce que comme j'ai vu que vous comptiez les cercles des otolithes pour déterminer l'âge du poisson, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et vous faites ça sous microscope. Sous binoculaire. Ouais, parce que la taille est quand même assez grande, donc une binoculaire, ouais. Oui, c'est bon, voilà, c'est encore utilisé. Alors moi, je l'utilise moins parce qu'on est obligé de tuer le poisson et donc ça m'enchante pas trop. Donc on essaye d'estimer l'âge plutôt par rapport à la taille du poisson, mais ça marche pas toujours. Voilà, moi je mesure 1m90, il y a une autre personne qui est plus petite, qui aura le même âge, et donc voilà, donc c'est pas toujours évident, mais voilà, on n'est pas obligé systématiquement d'avoir recours à ça. Et sinon, on peut aussi le faire à partir des écailles, et les écailles se régénèrent, donc, mais le problème c'est qu'on a la résolution est quand même moindre, quoi. Passer 6-7 ans, ça devient difficile à lire sur les écailles. Le plus gros, parce que moi j'ai fait ma thèse sur le sarcomin, le sarcomin le plus âgé avait 17 ans. Donc ça peut certainement vivre 20 à 25 ans. Et le mérou, on est, je pense, sur facile 50 ans. Donc voilà, l'âge de la réserve. Donc les plus jeunes ont vécu toute leur vie dans la réserve. Le mérou qu'on a vu que vous avez attrapé, quel âge vous lui donnez? Celui-là, il était quand même assez gros. Je pense qu'on est sur la 20-25 ans. Ouais. Après, ça reste une fourchette. Hein. C'est plus facile sur les petits individus parce qu'on connaît à peu près leur croissance jusqu'à 5-6 ans. Après, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais bon, voilà, c'est l'ordre de grandeur. Ouais. Et donc, vous disiez qu'à un âge avancé, les femelles devenaient mâles. Ouais. Et quand vous appelez âge avancé, 50 ans, âge avancé, c'est ouais, à partir de 15-20 ans. En fait, c'est assez compliqué parce que c'est une problématique de taille, mais aussi il y a une régulation sociale. C'est-à-dire que tant qu'il y a un mâle qui est dominant, il va empêcher la femelle la plus grosse de devenir mâle. Par contre, s'il disparaît pour une raison X ou Y, bah, la plus âgée des femelles
va se transformer et risque de prendre... voilà. C'est à la fois je sais pas, physiologique et en même temps social. Ouais, c'est assez compliqué. Vous avez les deux territoires qui sont présents, mais qui sont régulés. Il y en a un qui est développé et l'autre qui est en attente, et puis après, inversement. Alors après, vous avez quand même des femelles qui deviennent mâles, même s'il y a des mâles présents, mais là, ils vont devoir... alors, soit ils se battent pour le territoire, et il y en a forcément un qui gagne sur les deux, et soit celui qui a perdu, il va voir ailleurs. Et là, on suppose fortement, très fortement, une nouvelle zone de reproduction. Alors celle qui est la plus connue, c'est celle qui est dans la réserve intégrale. C'est pour ça que la réserve intégrale avait été faite. Et là, au niveau de la réserve partielle, on suppose qu'il y a une nouvelle zone de reproduction, parce que les plongeurs nous ont signalé qu'il y avait des femelles qui étaient avec des ventres assez développés au moment de la reproduction. Donc ça, c'est un signe extérieur. Et nous, on a aussi des vidéos, des choses comme ça qui montrent... mais on n'a jamais réussi à observer une reproduction. Ça, c'est super compliqué. C'est au coucher du soleil. Et il faut être là au bon moment parce que ça ne dure pas longtemps. Et donc voilà. Donc même mon collègue espagnol, il a envoyé ses étudiants une fois, c'est eux qui l'ont vu. Et puis lui, il est désespéré parce qu'il ne l'a pas vu non plus. Alors, désolée, je me suis... Quand elles sont devenues mâles, elles fonctionnent aussi en harem? Ah oui. Il va falloir... oui, c'est... ouais. Mais pour que le harem fonctionne, il faut qu'il y ait suffisamment de femelles, et donc ça va prendre un certain temps. C'est pour ça que les zones de reproduction, elles ne se créent pas comme ça très rapidement, quoi. Il faut qu'il y ait une densité suffisante. Parmi toute la population de femelles, toutes potentiellement peuvent devenir mâles, ou bien c'est... Oui, toutes potentiellement peuvent devenir mâles. Ah oui, ah oui, c'est compliqué. Même pour nous, c'est un peu compliqué à suivre. Et donc voilà, normalement, ça devrait, si tout suit son cours, les plus âgés devraient coloniser à l'extérieur, et c'est comme ça que vont se reconstituer d'autres stocks. Je pense qu'il y a... Dans les années 1900, les populations de mérous, il y en avait partout et en grande quantité. Si on fait le parallèle avec les milieux coralliens, vous avez des zones où vous avez... il y a des endroits où il y a des regroupements parce qu'il y a un moment de reproduction. Mais c'est 500, 1000 mérous qui sont présents. Et donc voilà, il peut y avoir des quantités importantes. Et alors, on s'est quand même amusé à regarder quelle était la diversité des espèces là où il y avait les mérous, et c'est là où il y avait la plus forte biodiversité. Mais pas forcément la plus forte densité, parce qu'il y a toujours cet effet de régulation trophique, avec la relation proie-prédateur. Est-ce que vous êtes confronté à des maladies ? Alors oui, il y a le nodavirus, donc c'est un virus que le mérou peut attraper. Et donc là, vous avez des mortalités. Alors on n'a pas trop compris comment c'était transmis. Alors certainement par contact, en tout cas dans des densités fortes, ça doit pouvoir, un peu comme des pandémies, comme on a pu vivre. Mais voilà, c'est par période. Alors certains scientifiques pensent que le réchauffement climatique va libérer de plus en plus de virus, ou en tout cas les rendre actifs. Et donc ça, c'est une crainte, mais effectivement, il peut y avoir des... D'autres poissons également ? Oui, bon, alors c'est moins fréquent. Alors peut-être parce qu'il y a... Les autres espèces, elles sont en plus grande quantité, donc ça passe peut-être plus inaperçu. Et puis, il y a aussi le phénomène de régulation, c'est que les prédateurs qui sont au-dessus éliminent souvent ceux qui sont malades. Donc il n'y a pas le temps de transférer le virus ou la maladie à d'autres. Alors que le mérou, au-dessus, il n'y a personne. Il n'y a pas de requin, on n'a pas, à part l'homme. Mais comme l'homme n'a pas le droit de le pêcher, c'est limité. Donc ça peut apparaître à ce moment-là. Oui. C'est très élémental la question que j'ai. Alors, la reproduction, c'est avec les œufs qu'ils produisent. Oui. En fait, la femelle largue les œufs, et le mâle suit et largue les spermatozoïdes. Et donc la fécondation se fait à l'extérieur dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'œufs, beaucoup de spermatozoïdes. Et en même temps, il y a tous les autres poissons qui sont là pour venir manger les œufs. Donc c'est un combat sans fin.
Et oui, on mange bien des œufs, ben, ouais, il y a plein de poissons qui viennent. Mais malgré tout, malgré cette perte, comme il y a beaucoup d'œufs qui sont émis, vous arrivez quand même à avoir des individus qui arrivent à boucler le cycle. Mais effectivement, c'est en externe. Et donc après, ça part dans les courants, quoi. Et pour les espèces en voie de disparition, lorsqu'il y a des œufs, est-ce que vous intervenez, vous pouvez... Alors, au niveau des œufs, c'est compliqué. On pourrait imaginer en aquarium, comme en aquaculture, faire de la reproduction. Le problème, c'est qu'on va avoir très peu d'individus reproducteurs, donc une diversité génétique faible. Et là, on risque de déséquilibrer le système. Nous, ce qu'on a tenté, c'est à la fin... Donc vous avez les œufs, vous avez les larves qui sont dans la masse d'eau, et à un moment donné, ces larves, elles deviennent compétentes, elles nagent et elles reviennent à la côte parce qu'elles entendent du bruit, le bruit des vagues, elles sentent leurs congénères, et puis il y a aussi de l'orientation, peut-être avec la lumière, etc. Et donc elles arrivent à revenir à la côte. Et là, dans le cadre d'un autre projet européen, on a capturé des larves, on les a mis en aquarium pour qu'elles grandissent, et qu'elles aient une taille suffisante pour pas qu'il y ait trop de prédateurs qui viennent les manger. Et donc ça marche plutôt bien. Donc c'est une technique qui pourrait être utilisée. Par contre, on ne sélectionne pas d'espèces. La nature amène ça, on protège ça, on remet dans le système. Donc, parce que là, si vous commencez à sélectionner des espèces, là ça devient un peu plus compliqué. Et donc voilà. Parce qu'il y a des années où vous allez avoir beaucoup de sardes, des années où vous allez avoir beaucoup d'oblats, des années... Et ça, malgré les quasiment 30 ans de suivi que j'ai sur les juvéniles, je n'ai pas encore réussi à décrypter quels étaient les facteurs environnementaux ou écologiques qui pouvaient jouer. Mais normalement, d'ici 2 ou 3 ans, j'espère qu'il va y avoir un nouveau pic de sards communs et j'arriverai peut-être à trouver la solution. Voilà. Non, pas de questions. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.